une émission présentée par Jacques-Emmanuel Mirliza. Produite par France du Futur. Encre halogène. Bien, bonsoir. Quelle joie de se retrouver. Les finances de l'émission sont en beau fixe. Nous avons des grands noms avec nous à chaque fois. Les auditeurs et les auditrices sont nombreux, nombreuses. Et les textes sont toujours plus forts, vous allez voir, d'émission en émission. Gilles Vien est avec nous, comme d'habitude. Catherine Foin. Bonsoir. Adalbonse Renard. Et bonsoir. L'un des piliers de cette émission. Un grand pilier. Et ce soir, une guest star. Nous avons la spécialiste d'Iganal au monde. Elle vous expliquera plus tard, mais il s'agit de Jeanne Céreste. Bonsoir Jeanne. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par diganal quand vous situez un petit peu Alors, une digue anale, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une digue anale, c'est-à-dire c'est une digression analogique. Ça consiste à faire des digressions sur un sujet et des analogies entre des idées. Donc, vous n'allez pas parler des textes directement, finalement. Je vais essayer de zigzaguer. Mais je vous y ramènerai, parce que l'important, c'est quand même de travailler la matière des textes, vous le savez. Et ce soir, quel texte ? Une jeune écrivaine de 34 ans ce soir qui publie ses textes aux éditions Stock. Vous la connaissez sans doute, elle vient de sortir un nouveau roman qui s'appelle Le Chant des contraires. Il s'agit de Daphné Tamage, jeune écrivaine de 34 ans, publiée chez Stock. On avait parlé l'autre fois de Carole Boinet aussi chez Stock. Décidément une grande maison d'édition, pas encore prise par Bolloré, du coup il y a des grands textes qui s'y publient, des plumes indépendantes, des voix fortes. Vous connaissez Daphné Tamage ? Tout à fait. Sur la liste, en première position, pour être volée par Grasset, j'ai entendu dire. Ah, je ne savais pas. Oui. Alors, elle vient de sortir le 18 mars dernier Le Chant des contraires. Alors ce soir, on va regarder un peu son œuvre. Elle a publié 3 romans, on va en étudier 2 à travers 2 extraits de textes. Mais c'est par ce dernier texte que nous allons commencer, Le Chant des contraires. Je voulais le résumer, Madame Céreste, ne plongez pas directement dans le texte. Voilà Apolline, protagoniste du texte, enfermée le soir du Nouvel An, dans un minuscule studio parisien. Le concierge est parti en vacances, son père... Je n'en dis pas plus, on va l'apprendre ce qu'il est en train de faire. La jeune romancière doit pourtant se rendre à ce réveillon. Son avenir en dépend. Passionnant. Un conte populaire. Passionnant. Nous allons plonger tout de suite dans le texte de Daphné Tamage. Il était 16h et un soleil rose tombait derrière les toits. J'ai sérieusement commencé à craindre de rester enfermé toute la soirée. Et j'ai tambouriné sur ma porte. Le propriétaire de l'appartement vivait à Hong Kong. Alors j'ai tenté de joindre le concierge sur son portable, priant pour que celui-ci opère un demi-tour sur la route des vacances et vienne me tirer d'affaire. Il n'a pas décroché. Je lui ai laissé un long message. Il ne m'a pas rappelé. J'ai laissé un autre message, dans le meilleur anglais dont j'étais capable. Puis j'ai tenté de défoncer la porte d'un coup de pied. J'utilisais un décapsuleur en forme de mannequin piece, en guise de pied de biche, de crocheter la serrure avec une épingle à cheveux et une carte bancaire, comme le préconisait la vidéo YouTube qui jouait en boucle sur mon portable. J'ai fini par appeler mon père. J'ai besoin de toi. Papa ? Je suis à la pêche, Chérichou. J'ai un léger pépin. Je te rappelle si c'est peu urgent. C'est urgent. Je suis enfermée. T'as claqué la porte avec la clé dessus ? J'ai hoché très lentement la tête pour qu'il puisse imaginer. La porte s'est claquée toute seule, j'ai rectifié. C'est compliqué de venir t'aider directement, Chérichou. Est-ce que tu pourrais éventuellement, je sais pas, peut-être exceptionnellement, demander à ta mère ? Ça fait beaucoup d'adverbes dans une seule phrase pour mon père. Hein ? J'ai répondu. Je suis à Kodiak. Où ça ? En Alaska, sur une île. On pêche le saumon, mais... Quoi ? Tu pêches le saumon sur une île ? En Alaska ? Je t'entends très mal. Je viens de laisser tomber ma bombe à grizzly sous la rivière. C'est une réserve naturelle de... Une seconde. Dick, can you grab the repellent spray? Damn! You get the gun? Ok, stay calm. It's just a rattlesnake. Papa ? Ok, j'ai un problème de serpent en sonnette et j'ai perdu ma bombe à grizzly. Oh ça moi! Il est énorme! Dick, look at this! Papa ? La dernière chance de me sortir de là était de crier à l'aide dans la cour. Mais les cartons de déménagement obstruaient l'accès à la fenêtre. Si Marie Kondo sauvait les vies,
Rien qu'en pliant des chaussettes, j'étais forcément capable de résoudre mon étourderie en déplaçant 3 caisses. Parce que je pensais à Marie Kondo et à toutes les femmes parfaites de ce monde. Ranger m'a paru insupportable. Déballer, insurmontable. Trier, insurmontable. C'était bien trop lent et laborieux pour l'excitation que je ressentais en vue de ma soirée de réveillon. Tout ce que je voulais, c'était enfiler ma robe, me pencher sur l'écrivain alcoolisé en train de jaisir, sur ce velours de salon, puis lassé du spectacle, m'approcher du directeur, un peu tremblante, lui dire que j'avais été mené à lui par la force des choses ou l'histoire familiale ou le destin, lui exprimer l'importance capitale de voir mon nom imprimé dans la revue centenaire. Le directeur m'opposerait qu'il ne payait pas ses collaborateurs et qu'il privilégiait les textes consacrés à d'autres écrivains. Je répliquerais que j'étais capable d'éloges ou d'hommages, peu importe. Je me familiariserais vite avec les œuvres, même si ma concentration ou, disons-le simplement, mon intelligence se heurtait parfois aux auteurs techniques, Thomas Bernhardt ou Robert Musil par exemple, aux érudits, penseurs, philosophes, ou à une certaine littérature du style, que j'avais accès à tout le reste. Je pouvais tout faire, tout écrire, assurais-je au directeur malgré son regard fuyant. Car au début, il me prêta à peine attention. Ses yeux reluquant d'autres robes ou d'autres corps plus tape à l'œil. Mais je toucherais sa manche et lui glisserais, sans l'implorer, mais en refermant légèrement mes doigts sur son avant-bras. Je vous enverrai quelque chose. Puis, je tournerai les talons, veillant à ne plus le croiser de la soirée, à le priver entièrement de mon attention, car les directeurs, tout comme les enfants, détestent ça. À la fin de la soirée, il deviendrait curieux. Pourquoi madame au palazzo vénitien m'avait-elle invité? Qui étais-je? Et qui était le grand barbu chauve qui me collait au basque? Et au-delà de sa curiosité naîtrait peut-être une pulsion, une envie, due à l'alcool, ou à ma soudaine indifférence à son égard. Je ne sais, de délivrer mon sein de son carcan, et de le téter devant tout le monde sans que je m'y oppose. Ou à peine. Le fantasme se serait évaporé le temps qu'un indésirable vienne lui tenir la jambe, mais il reviendrait ensuite le hanter quand je repasserais devant lui pour attraper une coupe au vol ou saluer un homme plus jeune et plus prometteur puisque la carrière du directeur deviendrait bientôt de l'histoire ancienne. L'image obsédante cette fois de mon sein dans sa bouche pour en faire surgir l'impossible lait. Mon sein lui rendrait sa toute petite enfance et l'exciterait en même temps. Une confusion de sentiments qui le troublerait malgré l'analyse entamée un quart de siècle plus tard. Sublime, la dernière fois nous étudions ce texte de Carole Boinet sur le sein tété par la vipère. Là on retourne au sein. Décidément les autrices des éditions Stock sont fascinées par les poitrines tétées. Alors la dernière fois c'était une sorte de poitrine tétée par une vipère. Là c'est un lait qui ne vient pas. Bon, la figure du père, la figure du directeur, quelle analogie. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte je pense. J'aimerais aller tout de suite à l'essentiel et noter que nous sommes vraiment dans le récit mondialiste. Le récit de la mondialisation, les personnages ne sont pas réellement localisés. Ils sont situés dans un monde élargi où les affects se distribuent à travers c'est-à-dire que le père des pourrait toponymes. être dans le bourg du coin comme à l'autre bout du monde. Absolument, ça n'a plus aucune importance. Nous sommes dans un métalieu. C'est un méta-récit dans des métalieux. Un lieu paratopique. C'est un lieu paratopique d'une certaine façon. Arrêtez de rire de vos propres concepts, monsieur. Prenez-les au sérieux. Vous êtes un intellectuel, monsieur. Oui, c'est vrai, monsieur. Voilà. Et alors, tout le paradoxe, et je pense que c'est là l'essentiel, tout le paradoxe, c'est que nous avons à la fois ce récit mondialisé, ce récit mondialiste, et un récit de l'ego. C'est vraiment... ça bat, le cœur bat au rythme du moi. On est vraiment dans ce moi, lancinant, qui revient, qui se projette partout. On a cette voix qui se glisse, qui s'immisce, et qui vraiment ne laisse plus de place à aucun univers descriptif, puisque tout est pure projection, tout est pur discours personnel. Et c'est assez intéressant, cette espèce de paradoxe. Comme un héros de manga, finalement. Un peu comme un héros de manga, monsieur. C'est un shonen, en fait, ce texte. Et je pense que vous avez dit l'essentiel. Oui. Madame Foy, Madame Céreste Alors, moi je vois du Marguerite Duras, immédiatement, parce que le directeur, ça m'évoque le vice-consul. Une sorte de figure comme ça, un peu tutélaire, d'autorité, de fantasme. Le palazzo vénitien, vous voyez, on est dans des univers un peu d'ambassadeurs, des grands halls vides, avec toute la sensualité du marbre. Et puis, qu'est-ce que c'est Gésir, au fond? Est-ce que vous pourriez me faire le son Gésir? C'est le maître mot. C'est le maître mot. C'est quoi Gésir? Est-ce que quelqu'un peut me faire quelqu'un un s'y gésissement? risque? Non, pardon. C'est raté. Non, je n'essaierai pas non plus.
Non plus. Mais est-ce qu'un bébé, Jésus? Il y a l'analogie avec le lait. Le bébé vagit plutôt dans le... Oui, le bébé Mais- vagit. Je devrais le savoir, oui. Mais alors gésir, qu'est-ce que c'est gésir? J'entends gémir. On est où déjà? On est Ah oui. là. Suivez Madame Foin. On est quand même. sous déballé. Voilà. On est sous déballé. Madame Foin, vous avez. Pour moi, il est à terre, cet écrivain alcoolisé. Il est sur un fauteuil, un lit, et il gésille, il gémit, il gît. Sur son velours de salon. Peut-être. On est dans l'univers cossu, hein, des salons d'ambassade. Monsieur Renard, Madame Foin. Je pense que... Je vous sens désarçonné, je sens votre parole un peu trop Je sais pas, bégayante. je Ouais. reste sur cette possibilité d'un héros de manga qui aurait saisi le désir mimétique. Vous voyez, ce concept cher à René Girard. Qui est l'un des seuls concepts que vous connaissez, que vous recyclez à chaque fois d'ailleurs. Enfin bon, pardon, ça c'est dit en passant. Bon, j'aimerais qu'on aille un peu au fond. Alors bon, il y a les symboles phalliques, on les a. Madame Foin. Ah, on avait dit... Non, hors oui, antenne. pas de symboles phalliques ce soir. Elle nous fait voyager, effectivement, elle est enfermée, mais grâce à toutes ces pensées, on a accès à un monde où on est à la fois à Hong Kong, à la fois à Bruxelles, à la fois en Alaska. Elle se sert en fait des hommes pour nous faire voyager, ce concierge qui est sur la route, son père qui est sur une rivière. D'ailleurs, j'aimerais qu'on parle un peu de gaze dans ce texte. Parce que... C'est un retournement terrible. Moi Oui. ce qui me déprime profondément avec cette maison d'édition, c'est qu'effectivement, elle a bonheur enfin avoir le regard de jeunes femmes, de jeunes autrices prometteuses. Et finalement, elle se projette, parce que je me souviens de la personne de la dernière fois dont on a étudié. Carole Boinet, Exactement. grande autrice. Se projette à la place d'hommes dans une Exactement. vision C'est sexualisée ce qu'on appelle de leur le corps. 2-9 gaze. Et en C'est-à-dire fait, le regard, le gaze, le regard de la à femme fait. qui ne veut pas se laisser C'est un light tout à fait gaze être à importuné. l'envers, je Ouais, sais le pas de quoi opportunate il gaze. s'agit. Moi, je pense que si on veut aller à l'essentiel sur ce plan-là, sur Vous ce êtes dans point-là- l'essentiel, vous. Mais je suis radical, monsieur. Je vais à l'essentiel. Allez-y. Et si je me permets d'aller à l'essentiel, je pense qu'aujourd'hui, le patriarcat essentiellement est défendu par les femmes. Et on n'a aucun retournement ici. On a juste une femme qui assume Qui parfaitement a- les stéréotypes qui de a- genre qui a et qui se les publié- approprie. N'est-ce pas un homme qui publie cette femme? Donc, bien sûr qu'il s'agit d'un homme derrière tout Non ça. mais le texte est immense. Comment on peut discuter moralement un texte pareil? Je pense. Je vais vous canceller, Madame Foin. Je suis Non, désolé, non. c'est un grand texte. Bon, Je Bourré pense de woman empowerment, d'ailleurs, je crois. absolument. Pas du absolument. où le Elle refuse de donner le lait, elle refuse de de donner l'être la vie. impossible, d'ailleurs. Voilà. C'est fabuleux comme C'est association. une image très ironique, une image sexuelle mais profondément violente Sèche. et castratrice. Non? Mais non, puisque en aucun cas elle est castratrice, elle cherche à l'exciter. Et lui il va téter, le lait n'arrivera jamais, voilà pourquoi il va continuer à téter et c'est ça qui Mais l'excite. il tête dans l'univers du fantasme, du modèle, comme Alors- dirait Girard. Ouais. On est Faut dans dire le que je connais un peu on ce est dans le concept. stéréotype de genre. On est dans le stéréotype de genre. Mais je pense qu'il y a tout de même quelque chose à sauver dans ce texte. Ah. Et je vais prendre une voie cette fois-ci périphérique pour en revenir à ce qui est central. Vous, ce qui est vous avez beaucoup ri au dialogue avec le père. Qu'est-ce qu'on on se marre? On est dans Oui, une comédie. on se marre. Ouais. On se marre, mais c'est anecdotique. Alors, ce qui m'a séduit, moi, dans ce texte, c'est sa poétique. C'est qu'on on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la transfiguration du banal à la suite d'Anto. Enfin, c'est toutes ces petites choses quotidiennes, cette pièce qui, tout d'un coup, se met à avoir une signification et qui est innervée par des représentations fantasmagoriques. Et on est pile à cet endroit, à cette cheville, où on passe de l'objet quotidien, de l'objet inerte, à quelque chose de l'ordre du fantasme, de l'ordre de l'immatériel. Je suis Et d'accord tout avec ça est permis par la toile de fond de cette espèce de projection mondialiste. Mais je suis d'accord avec ce que vous disiez, Jeanne, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a aussi ces personnages masculins qui viennent, fixer le texte, qui viennent le ponctuer, qui viennent le rythmer. C'est ce qui me fait dire, encore une fois, que nous sommes dans un texte puissamment patriarcal, mais qui néanmoins véhicule une certaine poésie. Et ne jetons pas Oui. le bébé Par avec le exemple, patriarcat. Alors, je voudrais dire, alors, il y a un fantasme féminin clairement médiatisé par du patriarcat, c'est clair. Je voudrais quand même relever à la suite les mots suivants, je sais pas si vous y avez prêté attention. Sa mort, il est énorme, Dick. Oui, Non mais, je veux dire, sa mort, il est énorme, Dick. C'est quand même, là je veux dire, s'il n'y a pas une trahison de l'inconscient qui parle, bien sûr. énorme Dick qui mord, ou énorme Dick que je mords. C'est quand même, je veux dire,
parlant. Alors après, est-ce que c'est Dans la parole du médiatisé père. Sans doute que le Oui, père. Puis c'est en dans la parole du augmentation. père. Sans doute que le père On a avait quitté le la Mac mère and Peace. parce qu'il Est-ce est... que c'est petit. pas, est-ce qu'il y a pas un Oui, il y un avait- Oedipe inversé, c'est-à-dire que on On a passe du notre Mac and narratrice, Odic, C'est elle est dans vrai. le Dick. mais on a notre narratrice qui fait dire à son père sa mort, il est énorme, Dick. Est-ce que ce n'est pas elle qui parle à travers son père avec un fantasme d'inceste quasiment c'est un aveu. Ah ouais. Papa, c'est un aveu. Dick, C'est un aveu. can you grab? Et puis ensuite, l'histoire de Marie Kondo, vous voyez, je veux Crab. mettre de l'ordre dans mon Oedipe. Mais au fond, va-t-elle Oui. y arriver? Je Oui. veux ranger mon Oedipe, je veux le cleaner, le swifferiser, Voilà, je veux passer du pchit sur le dip. Voilà, bon. Est-ce que ça fonctionne en pliant les chaussettes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sweeps sur le Du sub sur le deep Dick. dick. Parce que ce que nous dit le texte, c'est que ça ne Le fonctionne Deep pas. Spirit. C'est Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les femmes parfaites de ce monde, donc encore une fois le récit mondialisé, notez-le, Elle est perdue. Le monde est trop grand pour son c'est désir. insurmontable. Le monde est trop grand pour son C'est désir. insurmontable. Trier, regardez cette phrase qui est d'une simplicité, d'une efficacité, d'une économie si impressionnante. Trier, virgule, insurmontable. Tout est Oui, dit. c'est un... Mais d'ailleurs, c'est un personnage du Ratien, elle refuse la vie matérielle ici. Tout à fait. Elle refuse la vie matérielle, Non, mais j'ai tout dit. elle est dans l'impossible. Ouais, elle est dans le... Elle cherche la clé. Mais Et elle ce ne la serpent trouve à pas. sonnette dont on n'a pas énormément parlé. Alors il est où le serpent? Attendez. Ah bah, il est au parce début, qu'il là. il y a le À la fin de la grizzly. première page. Je l'ai oublié. C'est un élément dissonant et difficile. J'ai un problème de serpent à sonnette. Bah c'est le serpent... Ah oui. Et j'ai perdu ma bombe à Grizzly. Oui, alors là, tu parlais d'écriture Vous mondialisée. Moi, je dirais aussi une écriture... vous parliez d'écriture mondialisée. Il y On a sait que vous aussi nous une... connaissez, on peut le dire il y aux a- auditeurs, mais tout à voilà, fait. on se vous voit ici. Oui, puis la proximité intellectuelle fait qu'on se tutoie assez vite. Oui. Il y a aussi une écriture animalisée. C'est un monde commun, de l'humain à l'animal. La bombe à grizzly, rattlesnake, serpent à sonnette. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme animaux? Vous faites un flop, mais c'est pas grave, continuez, On continuez, a la madame. biche. Le pied de biche. On a la biche, merci. Du pied de biche. On a la biche. On a une autrice qui visiblement fait un autre aveu, celui de son animalité, qui voudrait s'exprimer, qui résiste dans un carcan civilisationnel. Elle est saumon finalement, c'est ça? Qui se montre face au directeur. On n'a pas précisé que le directeur avait porté une capitale. On est vraiment sur la fonction qui dépasse presque l'homme, mais au final... Monsieur Renard. Non, je voulais juste faire une remarque stylistique. Oui. Vous avez remarqué que, comme en musique, en littérature, on se doit d'estomper les transitions, et là, entre le dialogue et la partie plus narrative, il n'y a aucune... Enfin, ça passe, on le voit même Tout pas. va quoi. vite, Ouais, elle est c'est paniquée, d'une elle est dans son subtilité, cabinet, c'est- enfermée. Ouais. C'est pareil, quoi, vraiment, le dialogue... Bon, je crois que ce texte nous a régalé. Hein. Ah non, j'ai encore une Ah, remarque. bah, excusez-moi. Regardez. Je voudrais juste noter quand même la part maudite, hein, Oui. sexuellement maudite du texte. Là encore, un aveu. Crocheter la serrure avec une épingle à cheveux. Est-ce que se crocheter la serrure avec une épingle à cheveux, au fond, ce n'est Bien sûr. pas un symbole masturbatoire qui me semble absolument explicite. Et une carte bancaire. Et une carte bancaire. Donc tu Tout sais à qu'elle fait. a un Bah, double sens aussi. et la carte bancaire de papa qu'elle utilise pour crocheter sa serrure. Double inceste. Mm. Ah, moi, je tiens la piste. Vraiment, je tiens la Et piste. puis le décapsuleur en forme de mannequin piece. Et aussi, là encore, on Bon, sait, c'est d'une subtilité. c'est ce qu'il tire Non, le mais- mannequin piece. Quand Le on processus regarde quand symbolique même est ce très fort. texte en dit long sur des fantasmes énervants. Le grand barbu qui me collait au basque. Bien, on va faire une chanson d'une minute que j'ai découverte de Gabriel Beretta, Ah oui, très bien. surnommé Gabou, vous la connaissez? Ah, bien sûr. Qui s'appelle justement Le serpent à sonnette. Siffle, siffle, serpent à sonnette, sors de ton silence, glisse vers le ciel. Siffle, siffle, serpent à sonnette, sors de ton silence, salue le soleil. Siffle, siffle, serpent à sonnette.
Bien, Belle ritournelle. belle ritournelle, merci beaucoup pour tous ces droits que vous... Oui, on les a pas. Gabou, merci beaucoup pour cette chanson. Alors, on va aller dans un précédent roman de Daphné Tamage, une grande autrice, qui publie en 2024 Le Retour de Saturne, et c'est elle-même en audio qui va nous présenter son roman. On l'écoute. Daphné Tamage. L'héroïne de mon roman, Apolline, à la suite d'une rupture, d'une énième rupture amoureuse, se retrouve dans un état de fragilité extrême. Et la seule solution qui s'offre à elle, c'est de se sevrer des hommes et de s'isoler dans un petit village d'Aveyron qui s'appelle Conques, et où elle va se repropulser dans son passé amoureux chaotique, et en même temps devoir cohabiter avec la communauté de chanoines réguliers qui occupent l'abbaye du village, et donc du divin qui imprègne les murs de ce petit bourg. Alors, le retour de Saturne, puisque c'est le titre de mon livre, ça désigne en astrologie la fin de la rotation de cette fameuse planète, quand elle revient exactement à l'endroit où elle se trouvait lors de votre naissance. Et on dit, les astrologues disent, qu'à ce moment-là, c'est le chaos, c'est la pagaille. Encore une héroïne qui s'appelle Apolline dans ce précédent roman, donc, qui s'appelle, oula, je ne suis plus rien, Le Retour de Saturne, en 2024. Un extrait, comme on en a rarement eu dans l'émission, je crois. Ah, Très très grand texte. Plongeons dans le texte de Daphné Tamage. La première du nouveau spectacle s'était déroulée à l'écart de la ville monstre, sur le terrain où on tolère les gens du voyage et ceux du théâtre itinérant dont je faisais partie. Des guirlandes avaient été suspendues pour l'occasion entre les mâts des chapiteaux. Je ne me sentais pas trop malheureuse. Je n'étais pas guérie des trahisons de Noah, mais dès que j'avais un coup de blues, je me persuadais qu'avec le temps, il aurait fini par dégager la même odeur pestilentielle que ses géniteurs, et que c'était un mal pour un bien d'avoir eu le cœur brisé, avant qu'il n'empeste à son tour. J'étais donc chez moi, sur ce terrain habité par les gitans, les clodos et les migrants. La gamine des roulottes était devenue une femme de 20 ans, qui connaissait par cœur ces soirées où les mondains viennent s'encanailler avec la troupe, où les comédiens changent leurs draps, dans l'espoir, souvent heureux de ramener une fille du public qui veille un peu tard avec nous, les forains. Mes 4 nouveaux frangins couraient entre les jambes des invités. Je me glissais moi-même là où s'étaient formés les groupes les plus intéressants. Nous discutions du public, qui avait été plutôt enthousiaste ce soir-là. Mon beau-père débriefait avec le dramaturge, qui avait l'air accablé, comme le sont les dramaturges. La troupe s'était agrandie. Certains visages m'étaient vaguement familiers. Malgré tout, je ne pouvais dire s'il s'agissait de nouveaux régisseurs, stagiaires ou costumiers. Pour être embauché dans l'équipe, en plus de pouvoir faire le job qui vous était attribué, il y avait 2 conditions. Savoir jouer d'un instrument et s'engager à monter et à démonter le chapiteau. Le permis poids lourd était un plus. Je le précise, dans le cas où vous seriez intéressé par cette vie ô combien exaltante de Forçat. Alors que je me servais une bière au bar, j'ai vu de loin ce type, un saxophoniste gras et chauve qu'on venait d'engager. Il était à table, assis à côté de ma mère. Je me suis demandé de quelle sorte de privilège il bénéficiait pour se voir offrir une chaise à côté d'elle. Je m'en foutais un peu, des nouveaux venus en général, mais c'était rare qu'on les laisse entrer dans la sphère familiale. J'ai compris quand j'ai entendu son nom de famille. Son père était une légende du royaume, je pensais même qu'il avait été anobli et ça m'a fait palpiter. Mais non, il n'avait finalement écopé d'aucun titre ni particule, ce qui se révéla une grosse déception, quoique temporaire, pour mon imaginaire érotique. D'un seul coup, le sax soprane tubulaire du type est devenu terriblement phallique. Et ce bonhomme à la coupe rose m'est apparu comme la solution à tous mes maux. Il m'a raccompagné à ma caravane. Une fois devant la porte, il a sorti son zob et s'est soulagé la vessie comme un chien. Puis il s'est jeté en titubant sur mon matelas et en bon porcelet, s'est maladroitement déshabillé avant de tenter de me prendre. Le hic, c'est qu'avec Noah, j'avais enfin un élément de comparaison. Il m'a fallu comprendre que cet engin minuscule, c'était aussi une queue. Il a joui tellement aigu qu'il a réveillé les comédiens de la roulotte d'à côté,
puis s'est mis à ronfler, les empêchant de se endormir. Quand il parlait dans son sommeil, il avait une voix de Télétubbies. Celle du mauve avec l'antenne triangulaire inversée au-dessus de la tête. Comment s'appelle-t-il déjà? Évidemment parce qu'il faisait mine de s'intéresser à moi, parce que malgré son charisme de blobfish, il y incarnait tout ce que je n'étais pas, parce qu'il remplissait les rares clubs de jazz qui survivaient au pays, parce qu'il occupait l'espace laissé vacant par Noah et passait à la radio quand je prenais mon petit déjeuner, parce qu'il me disait mon amour, me jouait Your Latest Trick au saxo pour m'endormir, me parlait de Coltrane, Hawkins et Parker comme s'ils étaient de vieux copains. Pour toutes ces mauvaises raisons, je suis tombée amoureuse. Évidemment, je ne savais pas qu'il vivait avec une plasticienne, Sylvie, qui lui refusait la paternité afin de privilégier sa propre carrière. Quand je me suis pointée dans le théâtre qu'ils avaient transformé en loft sur les hauteurs de la ville, j'ignorais que la fille exposait ses toiles à l'étranger. Toiles qu'elle ne peignait jamais avec ses mains, ce qui en constituait l'intérêt principal, car tout le monde essayait d'imaginer comment elle s'y prenait pour dessiner une tulipe ou une cafetière italienne. Ah, gros lard, baise-moi, criait mon corps parfait de 20 ans à son corps alcoolique. Et il s'y employait alors de façon tout à fait rudimentaire. Tinky Winky, c'est le nom du Télétubbies. Un jour, j'ai cassé ma tirelire pour lui offrir une anthologie de poésie germanique. Il adorait Wagner et la forêt noire. Je l'ai emballée avec beaucoup de soin et je la lui ai tendue. Sylvie est rentrée à Pau. Elle veut bien me faire un enfant. Je ne peux plus te voir. Il a gardé l'anthologie et j'ai tiré ma leçon. Waouh. Flaubert tient cette dernière phrase. Ah oui. Je pense pas y passer sans. Bien, très très fort ce réalisme, sans aucun mépris de classe, sans aucun cliché, très impressionnant. On est chez les enfants de la balle. Hein. On est à Aurillac et autres. La place du village. Comment s'appelle cette ville qui accueille le théâtre Charleville-Mézières. Charleville-Mézières, oui, je pense à une autre. Ça, c'est les marionnettes. Le théâtre Chalon Les Tréteaux. Chalon, Auch. le festival de rue de Chalon. Absolument. Ouais, là, on est sur les roulottes, Vous quoi. connaissez votre géographie, Jacques Emmanuel? Oui. La caravane entre les gens du voyage, comme elle dit, et les gens du spectacle. Alors curieusement, je trouve ce texte moins riche que le premier. Moins Moins riche. riche. Là, c'est le précédent roman. C'est vrai, on est encore dans les boches. C'est le premier geste, là. On ne sent pas encore l'hybridation qu'on va avoir par la suite. Et à la fois, elle cherche la complicité avec le lecteur. Le discours égotique et ce discours mondialisé, ainsi de suite, parce que là, on est sur quelque chose de planétaire, mais moi je dirais de subplanétaire. On n'est pas encore dans quelque chose qui est très convaincant, on est effectivement dans le récit initiatique. Là, je dirais très qu'elle stéréotypé. elle subit son désir, alors que dans l'autre, elle le maîtrisait. Oui. Comment s'appelle déjà le manga porno? Intaï, monsieur? Ouais, Ah oui. le saxoprane tubulaire. Hein. Une grosse tentacule. Ouais. On voit où elle veut en venir. Madame Céreste. Pardon. Oui, tout à fait. Alors, moi, je m'interroge sur les interactions. Comment dire, sur les mécanismes de séduction à l'œuvre, et notamment avec donc ce saxophoniste qui se soulage la vessie comme un chien. Je remarque un certain attrait pour à nouveau l'animalité. Tout à fait. On parle de porcelet, de blobfish, je les ai notés après votre précédente remarque. Voilà, je pense qu'elle se fait des listes, à vrai dire. Avec le petit contingent animal. Oui, on a une tentation encyclopédique. Il y a aussi Une Thomas anthologie. Bernard et Robert Musil dans le dernier texte qui peuvent s'y ajouter. Enfin, Coltrane, Hawkins, Parker. Hawkins, Parker, c'est vrai. On est dans quelque chose qui est... Rien à voir avec le name dropping. Une tentation encyclopédique. Je dirais... un peu là, un Porto Eco, on est dans quelque chose dans cet ordre. On sent que l'autrice se cherche, et d'ailleurs, en se cherchant, communique avec son lectorat. C'est Elle l'appelle. le point le plus intéressant du texte. On a quelques apostrophes qui sont directement adressées à nous, lecteurs, et là-dedans, il y a quelque chose de tout de même assez Une parenthèse. émouvant, dans une parenthèse, ou encore quand elle feint de s'interroger sur le nom du Télétubbies. Enfin, Oui, j'aimerais qu'on revienne sur le Télétubbies, qui est quand même le punctum du texte. Oui, je suis d'accord. Je peux me permettre? Oui, Je peux me permettre? Ouais. Télétubbies, Télétubbies,
Non, mais c'était pour une interprétation, monsieur. Oh, voilà, c'est tout. Fallait Je que je me le fasse. souviens dans les foires de ces machines qui, vous savez, Ouais. avec des pinces viennent attraper des peluches et souvent il y a Souvent, des on tombait Teletubbies. sur un Télétubbies, oui. Il y a des Télétubbies qui peuvent être pris par leur petite antenne. Moi, je pense qu'elle a pas allé chercher beaucoup plus loin son inspiration cette fois-ci. Oh, il y a quand même je pense, une espèce de création d'un monde utopique aussi à travers les Télétubbies. Hein. Il y a cette dystopie de cette animalité violente du monde des forains et les Télétubbies en face. Quand même, la comparaison est osée. Oui, parce qu'elle on est quand même cherche. pas, les Télétubbies sont quand même des êtres divinement Divin. accueillants, divins. Je tout pense simplement. qu'effectivement, Il y a juste le soleil au-dessus d'eux. Elle cherche à sortir de sa condition. Bon, déjà le titre qui montre que voilà, elle a une espèce de fantasme d'ouverture extraplanétaire. Et puis cette personne qui arrive, qui représente une échappatoire peut-être. Et en fait, son père est une légende du royaume. Mais de quel royaume parlons-nous? Un royaume oui. de France? Un royaume dans les cieux? Quel type de royaume? Et finalement, même s'il n'a ni titre ni particule, non, après tout, ce n'est qu'un porcelet, elle va quand même vivre avec lui faire des cadeaux. C'est... Voilà, elle se cherche, c'est initiatique, mais là, il faut qu'elle passe par la fange, finalement, pour pouvoir ensuite, peut-être, tirer sa leçon. Ouais. Se transformer en or. Ouais. Là, ça chine, c'est vrai. D'accord. Ouais. Ouais. J'aimerais revenir sur le Télétubbies. Jacques Emmanuel, je pense effectivement qu'il est central. Qu'il est l'ombilique autour duquel gravitent les signes. Et il se trouve que, avant de le nommer, on a une description qui m'a interpellé. Celle du mauve avec l'antenne triangulaire inversée. L'antenne triangulaire inversée, bon, c'est le surgissement C'est le du pubis. symbole. C'est le pubis. Ça peut être le pubis, mais moi il me semble que si on prend la forme du texte dans son intégralité, c'est la catabase. En fait, on nous prépare à la chute, dans tous les sens du terme, puisqu'elle casse sa tirelire, prendre dans un double sens ensuite. Mais c'est à partir de ce moment-là que le texte se meut vers le symbolique. Et c'est intéressant, puisqu'on voit comment l'autrice avance à tâtons vers quelque chose qui sera plutôt abouti dans son deuxième roman, celui que nous avions précédemment, où le symbole est partout. On arrive dans un méta-récit. Et là, on est juste à l'aube du méta-récit. On est à la lisière d'une forêt de symboles. De la forêt De la noire. forêt noire, De la forêt noire. Et tu parles de catabase, c'est vrai, c'est Vous mauve. voyez-vous, mesdames, messieurs... Alors attendez, j'ai encore une remarque à faire sur le mauve du Télétubbies. Ce n'est pas le rouge, ce n'est pas le jaune, ce n'est pas le vert. Mauve, si on renverse, on entend dans vomi. Il y a l'idée d'une purgation. Dégueulasse. Oui, on extériorise. Elle se vide. Elle se vide. C'est le mauve est la couleur de la psychose. Et du viol. Et du viol. Oui. C'est vrai. Ouais. Et le soulagement de la vessie comme un chien, vous... Le zob. Oui. Ce mot, vous parliez de symbole, là on est dans l'anti-symbole. Hein. Oui, mais c'est avant. C'est avant Ah ouais, que Télétubbies complètement. apparaisse. Oui. Complètement. Zob, Dick, Bon, j'ai envie de dire, Rattlesnake. on touche saxophone. le fond du mot, quoi. On arrive vraiment à la limite de ce qu'on peut signifier avant de rebondir, de recréer du symbole. Enfin, Moi j'aimerais qu'on revienne sur le point de vue, parce que quand elle dit, deuxième paragraphe, la gamine des roulottes était devenue une femme de 20 ans qui connaissait par cœur ces soirées où les mondains viennent s'encanailler avec la troupe. Dans quelle mesure l'autrice n'est-elle pas cette mondaine qui vient s'encanailler avec la troupe de ses personnages? Je pense à double titre. On est à la fois dans je pense, une certaine appropriation culturelle. Oui. Excusez-moi d'utiliser les gros mots. Et en même temps, on est aussi dans la catachèse. On est dans l'expression suremployée, on est dans le kitschese. Et toutes ces phrases, c'est pour moi la double appropriation, celle d'une littérature déjà morte et celle des mondes populaires. Eux aussi, aujourd'hui, morts. On est, et là je tire votre attention sur le fait qu'on est loin avant Télétubbies. C'est-à-dire qu'on est vraiment encore dans quelque chose qui est très rigidifié, qui n'a pas pris son élan. On voit le texte qui respire pas encore. Mais je trouve que la gamine des roulottes, qui est visiblement inside, outside, on sent on sent sa fierceness. Vous voyez ce que je veux dire? On sent qu'elle est sur le point d'explorer justement sa diva. C'est-à-dire qu'elle ne demande qu'à sortir de la roulotte. Elle ne demande qu'à exploser. Oui, mais en même hors temps, de la roulotte. elle n'est pas oppressée dans la roulotte. Elle a ses habitudes, elle connaît certains codes,
Elle veut en sortir, Ouais. elle a 4 nouveaux frangins qui sont petits, qui courent entre les jambes des invités, elle a d'autres espoirs. Cessez de penser que la roulotte existe, elle n'existe pas. Sans doute. Et puis je rappelle qu'elle Oui, on serait dans séparait. une chimère un peu romantique, les ouais. bohémiens. Moi, je pense que... Enfin, on est même dans quelque chose qui... du jeunet naïf, presque. Enfin, on a voilà, de la sexualité, on va dire, très, très âcre. Et puis, vous seriez intéressé par cette vie ô combien exaltante de Forçat. Moi, je vois dans cette espèce d'imaginaire des enfants de la balle, de Cayenne, ainsi de suite, une espèce d'attrait pour un univers de représentation qui est complètement ramassé dans sa caricature. Est-ce qu'il n'y a pas une toute petite exagération justement dans cette vie de Forçat Tout à fait. Dans la plus pure exagération. en Oui, fait. qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, oui? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette vie de Forçat là? Oui, oui, c'est en direct sur toutes les grandes chaînes. Bien, a-t-on épuisé le texte, vous pensez Qui est gras, hein. Gras. Comme le lard. Gras et chauve, comme le saxophoniste. Ouais. Et qu'est-ce qu'un texte chauve, monsieur? Un zob. Vous remarquerez que le motif du chauve revient à... Je pense Oui. que c'est un des motifs qui n'est pas encore élucidé par l'autrice. Oui. On a hâte du prochain roman. Oui, d'entrer enfin, d'ouvrir les portes de son subconscient. Et rencontrer cet homme chauve. On n'a pas parlé des migrants, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ce texte? Bonne conscience. Oui. Bonne conscience. Ils sont purement. Vous pensez que c'est un détail ils sont name opportuniste? droppés. Je pense exactement. Ouais. Ils sont name droppés. Comme Ce n'est pas une Ils accumulation, alors. sont name droppés. Gitan, clodo, Gitan, migrant. clodo et migrant, rythme ternaire, mais au fond, ce qu'il y a un... Elle a écrit un grand roman politique à travers ce mot. Tout à fait. Ouais. Bah, dire migrant à côté du mot cœur brisé, je pense que c'est une manière de, complètement. voyez, d'intégrer l'intime au politique. Complètement. Sublime. Oui, finalement, il y a quelque chose d'assez égalisateur, enfin, même de peut-être admirable dans cette manière de remettre, à travers la population culturelle, quand même, il faut le redire, mais toutes les populations dominées dans le même bateau et Oui, de complètement. leur fournir une arche. Mais oui, c'est la Une grande arche, arche. une arche, oui, une ça, arche. c'est la nef des fous, c'est la... Oui. enfin, Et en même temps, l'arche de Noé, de Noah. Oui, de Noah. complètement. L'arche de Noah. On est tout de même quand même dans un recyclage éhonté de l'Ancien Testament, donc il faut quand même prendre tous les emprunts et reconnaître que ce patchwork a finalement quelques échos intéressants et nous fournit matière à réflexion. Ce n'est pas si inintéressant pour un premier texte. Je pense que vous avez été dur, Jacques-Emmanuel, quand vous l'avez tout à l'heure un petit peu, quand vous avez suggéré que c'était voilà, quelque chose d'inachevé, d'assez C'est vous secondaire, qui l'avez d'assez dit. mineur. C'est vous qui C'est l'avez moi dit, qui l'ai dit, oui, monsieur. absolument. C'est vrai. Alors peut-être avec-toi. Oui. Est-ce que vous avez noté quand cet homme, le jazzman, lui dit qu'il va la quitter pour retrouver sa femme, Sylvie est rentrée à Pau. De l'humilité. Oui, pour Apolline évidemment, mais l'auditeur ou l'auditrice aura peut-être Une entendu référence à ce chef-lieu François Bayrou. Béarnais. En tout cas, moi, c'est ce que Attendez, j'entends. on n'entend plus rien avec votre pain là, monsieur. Vous n'êtes pas. Non, mais une Tu référence entends à François Bayrou. Oui, Tu oui, entends tout à Sylvie fait. est rentrée à À Pau. cet Oui, internat. absolument. Cet Oui. internat catholique violent. Bien sûr. Bétaram. Bétaram. Je me demande si La cicatrice. Apolline n'est Ça serait un pas texte prophétique. passée par Bétaram, en fait. Et je pense que oui, tout est au gros lard, baise-moi, criait mon corps parfait de 20 ans. À son corps alcoolique, n'avons-nous pas la figure du prêtre professoral face à elle? Ou du notable. Ou du notable, du directeur, tout ça, je pense que... Voilà, il faudrait aller vérifier, mais il est possible qu'elle ait étudié à Bétaram. Bien. En conclusion, mot, zob, saxo, gros, apo. Voilà. Magnifique. Matière à réflexion. Blobfish. Bien, mais je vous invite à lire les 2 romans de Daphné Tamash. Ils ne sont pas parus en poche, Quel dommage. mais on peut les trouver, je pense. Enfin, Les Vents des Contraires vient de sortir en librairie, dans toutes les bonnes librairies. Toutes, peut-être pas, mais dans les bonnes librairies. Un certain nombre. Un certain nombre de bonnes Un certain librairies, nombre. Bien, vous connaissiez cette autrice, une grande découverte, je crois. Ah, Très curieux de voir son évolution. Enfin, Ouais. On voit qu'il y a vraiment des pas qui ont été, enfin des pas de géants qui ont Ouais. été 34 ans aujourd'hui. entre les 2 romans. Oui, on va être dans des stratosphères dans le prochain, je n'ose même pas imaginer. J'ai hâte de lire le roman de la maturité. J'ai hâte de voir qui Le prix l'inspire. Goncourt. Ou le Renaudot.
Catherine Foin, Jeanne Céreste, Anne Algonce-Renard, Gilles Vien, Jacques-Emmanuel Mirliza, votre fidèle serviteur, Ancre Halogène. Merci beaucoup à toutes et tous.